Nous sommes jeudi 17 juillet 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro. Rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou Mahaman et avec moi, Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar, bien réveillé? Oui, bonsoir Alassane, tout va bien, alhamdulillah. Super alors. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour, Issa Lawali, et la chef d'édition, Adama Dawaki. Dites-nous, quel est notre programme de ce soir, Alassane? Comme chaque jeudi, il y aura notre rubrique hebdomadaire éducation numérique, le code des régions. Nous conduit ce jeudi de la région de Zender, notamment à Matamé. Notre rubrique loti du jour va parler des femmes qui cèdent à la tentation et fuient les téléphones portables de leurs conjoints. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chers auditeurs, auditrices, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique. Et une fois encore, nous allons dans la capitale de l'Aïr avec cette musique typiquement touareg. Savourons ensemble. Mokhtar, bonjour à tous nos camarades et amis de la radio Sahara et nomade du côté d'Agadez et à toute la population de la région d'Agadez. Mokhtar, ce son, quand on l'écoute, on est obligé de penser à la cure salée. Et ce son, la cure salée qui est quand même la fête annuelle des éleveurs. Oui, Mokhtar. Et moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de participer 2 fois à la cure salée. Mais quand on jouait cette musique, tu sens la fierté de la population, des participants. Tu sens la joie qui anime tous les Nigériens qui participent à cette fête annuelle. Et je pense que c'est des musiques qui méritent d'être vraiment conservées et gardées pour l'histoire et permettre à la génération à venir aussi d'en savourer comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces rappels, Alassane Abdou. On savoure ensemble. À présent, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui porte sur la maladie de l'hépatite B. L'hépatite B est une maladie du foie provoquée par le virus de l'hépatite B. Elle peut être une infection aiguë ou sévère avec des symptômes souvent silencieux. Dr Hamidine Illa, médecin hépato-gastro-entérologue, explique les facteurs de risque de cette maladie. Aussi, comment se fait la prise en charge? Il est interrogé par notre correspondante de Zender, Zara Boukar. Les cellules du foie, c'est ça qu'on appelle les hépatocytes. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui agresse les cellules du foie, donc ça entraîne une inflammation de ces cellules, c'est ça qu'on appelle l'hépatite. Et les choses qui peuvent agresser donc le foie et entraîner une hépatite, elles sont nombreuses. Ça peut être des virus, ça peut être des médicaments, que ce soit des médicaments modernes ou bien des médicaments traditionnels. Ça peut être l'alcool, ça peut être de la graisse. Quand il y a beaucoup de graisse au niveau du foie, ça peut aussi agresser le foie, ça peut donner une inflammation, donc ça peut donner une hépatite. Mais dans notre contexte, ici particulièrement, le principal facteur étiologique donc, de cette hépatite, c'est le virus de l'hépatite B. Alors docteur, quand est-ce qu'on parle de l'hépatite B? On parle d'hépatite B lorsqu'on a une inflammation des cellules du foie qui est due au virus de l'hépatite B. La personne vient, donc on constate qu'il a une hépatite, il a une inflammation des cellules du foie et on fait des examens, on trouve que c'est le virus de l'hépatite B qui est à la base de cette inflammation. Donc c'est en ce moment on parle de l'hépatite B. Comment on peut comprendre qu'une personne fait de l'hépatite B? Il y a 2 types d'hépatite B. La personne peut faire ce qu'on appelle une hépatite B aiguë. La personne aussi peut faire une hépatite chronique lorsque le virus que la personne a attrapé donc, va au-delà de 6 mois. En fonction des types d'hépatite, donc la présentation est variable. Lorsque c'est une hépatite aiguë, dans 70% des cas, la personne ne sent rien.
c'est une maladie qui passe. Elle est silencieuse. Dans 30% des cas, la personne va présenter des symptômes. Parmi les symptômes que la personne peut présenter, des yeux qui sont jaunes. Avant les yeux jaunes, même la personne peut présenter un tableau, comme un tableau de pali, mais un pali qui se répète. C'est une personne qui va vous dire, elle fait des palis presque chaque semaine. On ne peut pas faire un pali chaque semaine. Voilà, la personne, elle a des courbatures, voilà, elle a une sensation de fatigue, voilà, elle a les nez qui coulent, comme quelqu'un qui fait un pali ou bien qui fait une grippe. Donc on dit que la personne présente un tableau de syndrome pseudo-paliste ou bien pseudo-grippal. C'est comme un tableau de grippe mais qui ne dit pas son nom, ou bien un tableau de palie qui ne dit pas son nom. Donc avec le temps, cette symptomatologie va évoluer, toujours fatigué, avec des yeux qui sont jaunes, des urines qui sont très foncées, voilà, parfois des poils qui grattent. Donc là, c'est les 30% qui peuvent présenter cette manifestation. Lorsqu'il s'agit d'une hépatite chronique, donc c'est une personne qui a développé une hépatite aiguë, mais qui a persisté au-delà de 6 mois. Ou bien quelqu'un qui, d'emblée, au moment du diagnostic, donc on se rend compte que d'emblée c'est une hépatite chronique, parce qu'on a des moyens pour savoir si la personne fait une hépatite aiguë ou bien une hépatite chronique. Lorsqu'il s'agit d'une hépatite chronique, le plus souvent, la personne est asymptomatique. Il n'y a rien. Sauf lorsque la personne se présente tardivement, au stade où elle présente déjà des complications. Est-ce qu'on peut parler des complications? Bien sûr. Les complications aussi, elles sont différentes. Lorsque c'est une hépatite aiguë, ça veut dire que le virus agresse forcément le foie. Donc, les cellules du foie sont en train de se détruire. Si on ne fait pas vraiment très attention, la personne, elle peut même rentrer dans un tableau de trouble de la conscience, un tableau de coma, parce que les cellules du foie sont complètement détruites. Et à la longue, même la personne peut mourir par ce qu'on appelle une insuffisance hépatocellulaire sévère, d'une hépatite aiguë. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le foie, c'est quand même un organe qui est très important dans l'organisme. Il a plusieurs fonctions. C'est un organe qui assure la fonction de synthèse. Donc presque tout ce que nous avons dans notre organisme, c'est le foie qui les synthétise. Maintenant pour la forme chronique, c'est elle qui présente des complications qui sont quand même aussi redoutables, qui sont ce qu'on appelle la cirrhose du foie ou bien le cancer primitif du foie. Donc lorsqu'on a une hépatite chronique, si on ne prend pas en charge, c'est pas tout le temps, soit si la personne se présente tardivement, ou bien en tout cas c'est pas tout le temps que la personne peut présenter des complications. Dans la littérature, donc l'histoire naturelle de l'hépatite, donc la personne fait une forme aiguë, elle peut guérir ou pas. Lorsqu'elle ne guérit pas, donc elle va aller au-delà de 6 mois. Donc s'il part au-delà de 6 mois, elle va présenter une forme chronique. Donc si la personne est infectée à l'âge adulte, elle a 95% de chances de guérir. Donc c'est les 5% qui vont évoluer pour présenter des complications. Et donc ces complications, c'est la cirrhose. Et la cirrhose, là, avec le temps, elle aussi, elle peut évoluer pour donner un cancer, malheureusement un cancer du foie. Chères auditrices, auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec cette belle mélodie dédiée à l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le contenu de la musique est axé sur la paix, la stabilité, la solidarité et la coexistence pacifique entre les différentes communautés dans les 3 pays membres, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Capitaine Ibe Traoré, Burkina. Ndai koi Niger, agai donai koi. Ndai koi Mali, agai donai koi. Ndai koi Burkina, agai donai koi. Ah yes.
Alors Alassane Abdou, cette belle sonorité musicale est typiquement malienne. Oui, Mokhtar, ce morceau, c'est un featuring entre notre Maliaro international, très connu au Niger et également au Nord Mali, et un jeune Malien du Nord Mali, notamment Gao, MC Flo, très connu également aujourd'hui, qui fait la fierté de la région de Gao et du Nord en général au Mali, qui apporte beaucoup sa contribution dans le développement de la musique dans le Nord Mali. Et ce morceau, comme tu viens de le dire, ça chante la paix, l'amour, la cohésion, et surtout, quand tu écoutes ça bien, c'est vraiment une belle mélodie qui a été très bien réfléchie. Quand tu écoutes ce monsieur, quand il dit que les Ibaray, c'est-à-dire les ennemis de l'AS, doivent être sanctionnés à Ibaray Kankam pour que les dirigeants Imir Lakkal, également Kwaram, Imir Kwara Lakkal, Imir Bon Lakkal. Tu vois les rimes, Lakkal, Kankam. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens vraiment qui, quand ils chantent ces deux, ils ont réfléchi en faisant des rimes qui collent bien et qui attirent beaucoup l'attention de tout un chacun. C'est d'abord faire attention nous-mêmes, renforçons l'unité nationale et faire tout ce qu'il faut pour que cette organisation existe et continue d'exister. Donc en un mot, c'est une très bonne chose à encourager. C'est une très bonne chose à encourager, et ce morceau a pratiquement un an aussi, il faut le dire. Alassane Abdou, au retour dans ce studio avec la seconde partie de l'entretien de ce soir. Et dans cet extrait, Dr Hamidine Ila, médecin hépato-gastro-entérologue, donne plus de précisions sur les modes de transmission de l'hépatite B. Il est toujours au micro de Zara Boukar. Les modes de transmission sont communs à tous les virus, que ce soit les virus du VIH, les virus de l'hépatite C, les virus de l'hépatite Delta. Donc le virus de l'hépatite B aussi se transmet soit par voie parentérale, donc de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement, ou bien dans les suites immédiates de l'accouchement, ou bien même au cours de la grossesse avant l'accouchement. Donc c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'ici dans notre contexte, en tout cas c'est le principal mode de transmission, voilà, qui permet de perpétuer la maladie de la mère à l'enfant. En tout cas ici dans notre contexte. Un autre mode de transmission, c'est ce qu'on appelle la transmission horizontale entre enfants, au cours de la petite enfance. Les gens de la même famille, donc un est contaminé, donc les autres, vous voyez les enfants de la solidarité infantile. Un autre mode de transmission, c'est la transmission parentérale, donc par le sang, à travers le contact avec les objets contaminés par donc, le virus de l'hépatite B. Soit quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup d'actions, donc soit chez les coiffeurs, soit chez les coupeurs des ongles, soit au cours d'une transfusion sanguine, soit au cours d'une chirurgie, on peut être contaminé donc, par le virus. Donc, si on est en contact avec le virus d'une personne qui est infectée. Donc, et le quatrième mode de transmission, c'est la transmission par voie sexuelle. Donc, on peut attraper le virus donc, à travers son partenaire sexuel lorsque le partenaire est infecté et lorsqu'on entretient des rapports sexuels non protégés. Donc voilà principalement les 4 modes de transmission de ce virus. Alors docteur, il y a un mythe autour de la transmission de l'hépatite B. Il y a des gens qui racontent que même le simple fait de serrer la main à quelqu'un qui est un sujet contaminé peut transmettre la maladie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ou des simples embrassades entre partenaires? Ce qui est sûr, pour être contaminé par le virus de l'hépatite B, il faut qu'il y ait un moteur de transmission. Et le moteur de transmission, il faut que ce soit un fluide biologique, un liquide biologique. Ça peut être le sang, ça peut être le sperme, ça peut être la simple salive. Mais il faut qu'il y ait un moteur. Sinon, les simples embrassades, le fait de serrer la main à quelqu'un, si les muqueuses sont intactes, si la muqueuse est donc de la personne qui est infectée et de la personne qui lui serre la main, si les muqueuses sont intactes, il n'y a pas de raison que la personne attrape la maladie. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait un contact de sang à sang. Voilà, il faut qu'il y ait un vecteur, et le vecteur là, c'est un liquide biologique. Docteur, comment se fait la prise en charge de l'hépatite B? Par rapport à la prise en charge de l'hépatite B, là aussi c'est variable selon le type d'hépatite. Est-ce que c'est une hépatite aiguë ou bien une hépatite chronique? Ou bien est-ce que c'est une hépatite chronique non compliquée ou bien une hépatite chronique avec des complications? Lorsqu'il s'agit d'une hépatite aiguë, comme je l'ai dit tantôt, donc dans 95% des cas, la personne peut guérir. C'est dans 5% des cas qu'il peut évoluer vers la forme chronique. Le plus souvent, donc lorsque la personne a une hépatite aiguë, le plus souvent on ne traite pas. En tout cas, on ne traite pas le virus, mais on fait un traitement purement symptomatique. C'est une personne qui est fatiguée. Voilà, donc il faut la remonter par rapport à cette fatigue. C'est une personne qui a des urines qui sont très concentrées. Il faut la réhydrater pour que les urines retrouvent leur couleur normale. Mais le plus souvent, on ne donne pas de médicaments pour le virus. Cependant, lorsque c'est une forme aiguë sévère, on peut proposer un traitement contre le virus.
Voilà. Mais la majorité des cas, lorsque c'est une forme aiguë, il n'y a pas de traitement. On explique à la personne, elle a toutes les chances de guérir. Au bout de 6 mois, le plus souvent, on fait les contrôles et au bout de 6 mois, on trouve que le virus n'est plus là et que l'organisme de la personne même a développé des anticorps donc pour lui protéger éventuellement contre un autre épisode d'hépatite. Lorsqu'il s'agit d'une forme chronique, là, pour savoir si la personne doit recevoir un traitement ou pas, il faut faire des examens. Parce que là aussi, pour les formes chroniques, on peut avoir une forme chronique mais être ce qu'on appelle un porteur inactif. On a le virus, mais le virus ne fait pas beaucoup de dégâts au niveau de l'organisme, notamment au niveau du foie. Il y a des examens qu'on fait, des examens spécialisés qui permettent de savoir qui est éligible à un traitement et qui est-ce qui n'est pas éligible à un traitement. Lorsque la personne n'est pas éligible à un traitement, on dit que c'est vrai, vous avez l'hépatite B, mais vous n'êtes pas éligible à un traitement. Cependant, même si vous n'êtes pas éligible à un traitement, il y a un suivi qui est là. Parce que dès qu'on a l'hépatite B, surtout si c'est une forme chronique, donc c'est une maladie de longue durée, donc la personne doit être suivie à vie. Donc même si on ne met pas la personne sous traitement, donc il y a un rythme de surveillance. Le plus souvent, on revoit la personne presque tous les 6 mois. Maintenant, lorsque la personne est éligible à un traitement, donc là, il existe des traitements. Voilà, donc il existe des médicaments qu'on appelle des médicaments antiviraux. Comme vous avez vu, c'est un virus, donc il y a des médicaments antiviraux qu'on donne. Donc la personne aussi, elle doit être suivie. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chères auditrices, auditeurs, place à présent notre rubrique éducation numérique avec le webmaster de Studio Kalangu, Ousmane Mamoudou. Ousmane, bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des emojis qui a lieu chaque 17 juillet. Ces petites icônes populaires ont transformé notre manière de communiquer. Mais qu'en est-il exactement ? Pour en parler, nous sommes avec, comme je viens de le dire, notre expert. Il est journaliste ici au studio Kalangu. Ousmane, explique-nous. Les emojis, en fait, sont des pictogrammes conçus pour compléter la communication écrite en restituant les émotions, gestes ou objets absents dans le texte. La journée mondiale des emojis a été instaurée en 2014 pour reconnaître leur impact culturel et social. Il y a une organisation qui s'appelle l'Unicode Consortium, qui est souvent appelée la mafia des emojis par les internautes, pour souligner le pouvoir de cette organisation dans la sélection et l'évolution des emojis, puisque c'est en fait elle qui gère les emojis. Et certains les voient en fait comme ayant un contrôle important sur la communication numérique. Alors, Ousmane Mamoudou, peux-tu nous donner quelques faits intéressants sur les emojis ? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, on estime que plus de 6 milliards d'emojis sont envoyés chaque jour à travers le monde par messagerie ou sur les réseaux sociaux. En mai 2022, le répertoire officiel contenait plus de 3600 emojis validés par Unicode avec de nouveaux symboles ajoutés régulièrement. Et depuis 2013, l'emoji le plus utilisé est le smiley, donc ce visage souriant avec des larmes de joie qui est très présent sur Twitter et les autres réseaux sociaux. Ousmane, quel rôle joue-t-il dans notre communication quotidienne ? Alors, d'après le linguiste Vivian Evans, qui a écrit un livre qui s'appelle The Emoji Code en 2017, les emojis sont devenus le nouveau langage corporel du numérique, ce qui comble les lacunes des échanges écrits. Donc, il y a aussi une étude qui montre que l'interprétation d'une même emoji peut varier selon les plateformes. Donc, selon que vous ayez un téléphone sous Android ou sous iOS, donc un iPhone, le sens de cet emoji-là peut changer. Ousmane Mamoudou, on les retrouve aussi dans les tribunaux. Quel exemple peut-on donner ? Oui, alors plusieurs affaires judiciaires l'illustrent dans le monde. Par exemple, en France, un homme a été condamné pour des menaces via l'envoi d'un emoji qui a la forme d'une arme à feu. Et depuis 2015, l'usage des emojis comme preuve judiciaire dans les cas de harcèlement, meurtre ou discrimination a fortement augmenté dans le monde. L'enjeu est aujourd'hui de déterminer l'intention de l'utilisateur, souvent entouré de contextes sémantiques, culturels ou liés à la plateforme. A-t-on des preuves d'usage malveillant par des organisations criminelles ? Oui, absolument. Donc, il y a une enquête de l'Agence fédérale américaine
qui rapportent que des mafias, des gangs ou des trafiquants utilisent un système codé d'emoji pour planifier ou menacer des individus. Ousmane Mamoudou, quel défi éthique et technique soulève cette nouvelle réalité? Alors, le détournement des emojis par des groupes criminels dans un jargon numérique codé pose plusieurs défis. Donc, d'abord, aujourd'hui, l'interprétation des emojis exige des experts en emojis qu'on appelle des experts en emojis forensiques pour fournir une lecture contextualisée en justice. Il y a aussi la standardisation par l'Unicode Consortium qui doit intégrer la diversité culturelle tout en prévenant les usages malveillants. C'était la rubrique éducation numérique de ce jeudi 17 juillet 2025. Auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Matamé dans la région de Zender, n'est-ce pas, Alassane Abdou? Et oui, l'installation, ça et là du réseau Wi-Fi à Matamé, dans le département de Kanké, région de Zender, par des particuliers gagne progressivement les quartiers et autres lieux publics, apportant à la fois des avantages et des inconvénients. Un reportage signé Habou Sarki. Yawaitar hanyoyin sadarwa ta wifi ko mu ce rezo wifi a nan Matamai yana da nasaba ne tabbas da matsalolin sadarwa da ake samu ta intanet ko yanar gizo wadda garin Matamai yake shan fama da ita yau da tsawon shekaru da dama. Wannan hanyar mai karfin gaske wato ba damar magance matsaloli kaɗai yake da ba, a'a yana ba da dama ma ga wasu al'umma su samu aikin yi kamar yadda Musa Muhammadu ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa rezokin na wifi a nan Matamai yake faɗa. Muna samun manka na connection sosai in kana son ka buɗe wani abu sako sai kaga sakon yana da wahala ko kuma masu harkar nita kaje sai ka dance babu connection wajen sati guda sai ta samu problem amma wannan da aka dan buɗe faka sai ka gani mutane suna samu sosai suna jin daɗi zaka gani da mata da yara da abin nan duk ba sa so a sabke musu gaskiya kenan da kai haske sosai a bisa kan kuma wanda aka dora shi ma an rage mai shomaji sosai yana ganin iya dan kashe dan muradan shi kadan Lawal Ali shi kuma wato kasuwancin sai da kredi da mega yake yi a nan Matamai yau da shekaru da dama cewa zawar wifi a nan Matamai bata ba su wata babban tangarda ba a game da kasuwancinsu sai dai yana shawartar su masu kamfanin sai da shi wannan kredi da mega na saluloli wato da su inganta ayyukansu domin kar wani abu ya biyo baya a game da kasuwancin nasu. Shi irin wannan abin dama babu yadda za a ce bai taba ba kasuwalinmu sai dai gaskiya ba kamar yadda mutane suke tammaha ba shi wannan wifi da suke kafawa bambancin shi da shashaf kana iya gusa ko ina ka je ka zama na kayan amfani da kayan ka shi kuma wifi da ka gusa daga gindin shi har ka shi ta tsaya in dai ba mazamani bane ba kai gaskiya bai yanda za a yi tasiri a wurin amma shi kuma yanzu kaga kamar mega mutum in ya saya duk inda ya je kana iya sayan mega amma ta mai ka aiki da ita akan ce sai dai kuma wani abu da su kuma hallau masu kamfanin sadarwa ya kamata su gane wannan abin lalle ya dan taba su amma fi sabilillah da sakaki irin nasu menene babban sakakin su kamar megar da suke badawa ta yi kaɗan na biyu suna da sakaki wajen kula da harkar rezo su sai a ce maka babu connection alhali a gyara shi cikin kankanin lokaci mutane sai su kwashe kwanaki suna fama da rashin connection har ya kai ga wasu suna sauya layi kuma rezo ya dauke a satin baka cinye bakin kuma lokacin daukewa yana yi su dauke kayan su kaga fi sabilillah wannan akwai kalubale wanda mu muke fuskanta mu da muke shashafa Allah ya isa da muke ji iya gwalgwado yanda ka san mu muke lahin mutum zai zo kanka ita Allah ya isa Ibrahim Maman wani mai amfani ne da ita wannan yanar gizon ko mu ce internet domin gudanar da harkokin shi na yau da gobe. Sai wannan babbar ci gaba ce aka samu a game da wannan zawar ta rezo wifi saboda yana ba da damar a gudanar da al'amura da dama sa'annan kuma a yi wasu bincike da suke ba mutane damar gano abubuwa da dama waɗanda suka shige musu duhu ko kuma ta hanyar karatu ma ga yara 'yan makaranta. A gaskiya connection yanzu muna samun ta sosai kuma akwai ci gaban tattalin arziki hallo kuma wajen haraka bangaren karatu mu shi na za su rika shiga suna binciken abin da za su koya ma yara kuma labaru za su rika zauwa akai ba kamar da ba lokacin da zaka sa kudinka
har lokacin ya kare baka samu biyan bukata ba kuma su janye kayan su kuma za mu sadu da dangi ba kamar da ba. Sai dai fa duk da wannan ci gaban da mutane suke gani an samu, to akwai fa inda gizo yake saka, shine yanda yara ƙanana suke amfani da shi wannan yanar gizon a game da wannan zawar ta wifi, ganin cewa yana iya bata tarbiyyar su ko kuma ya sa su ga wata hanya can daban. Shine tunanin da Lawal Ali yayi a game da kalubalen da ake iya fuskanta a game da wannan al'amarin. Uwaye su taka tsantsan da wayoyi a hannun ɗiyansu. Na farko yaro bai tsaya bai karatu yadda ya kamata, yana can gindin wifi. Kuma hallo sai an yi la'akari da wai in suka je gindin wifi in wannan me suke kallo. Yanzu wannan yan TikTok in wannan duk sun lalata duniya. Fisabilillah kawai sai ya zama to yaro ya je ta kallon abubuwa wanda za su taɓa tarbiyyar shi. Yanan nan gurin kaga na farko gwamnati ta ɗau mataki kan harkar sadarwa wannan kuma da iyayen yara. In akwai alherin shi Allah akwai shari'a, tunda mu ne yanzu nan kaga a kaso 100 babu wanda zai je ya hau wifi ya maka wata business wadda za ta kawo mishi kuɗi, sai kawai wannan kalle-kallen na wifi. Wasu uwayen masu suke ba ɗiyansu ce je kawai wifi jayo min in kalla. Chères auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent à la page sport avec Adam Sariou. Bonsoir Adam. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Alassane. Alors Adam, nous débutons cette page e-sport avec la 3e journée du tournoi IFOA B qui se joue depuis quelques jours à Accra. Quel est le bilan du groupe B? Eh bien Alassane, le bilan du groupe B se présente comme suit. Le Niger reste sur une défaite et une victoire. Du coup, en cas de victoire, les U20 du MENA vont se qualifier pour les demi-finales. De son côté, 2 sorties, 2 défaites. Voilà pour ce qui en est du bilan des étalons du Burkina Faso lors de ce tournoi IFOA B qui se joue au Ghana. Pour se qualifier, le Burkina Faso a besoin d'une victoire avec beaucoup de buts d'écart et espérer une défaite du Togo contre la Côte d'Ivoire. Pour rappel, ces rencontres se jouent actuellement sur les différents stades. Alors, Adam Sariou, parlons à présent de l'équipe A' du MENA version CHAN qui se prépare pour le tournoi. Eh bien, à ce niveau, l'équipe nationale A' est internée au centre technique national de la FENIFOOT depuis plusieurs jours. Le MENA national A' a entamé la dernière ligne droite de sa préparation pour le CHAN prévu du 2 au 30 août 2025. Ce matin, le coach Haruna Doula a rendu public la liste de 28 joueurs qui prendront part au stage d'acclimatation prévu à Douala au Cameroun à partir du 18 juillet, avant la phase finale du CHAN prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Pour rappel, le MENA A' aura son camp de base à Kampala, dans la capitale ougandaise, pour ses 3 premières rencontres au stade Nelson Mandela face à la Guinée le 4 août, avant d'enchaîner avec un des pays organisateurs, l'Ouganda en l'occurrence, et l'Afrique du Sud pour son 3e match. Bonne chance à nos équipes engagées dans ce tournoi. Pour finir, parlons de la nationale du Dandi de Gaïa, la seule équipe de Gaïa engagée dans la Ligue nationale de football du Niger. Eh bien, le national Dandi de Gaïa a bouclé sa saison 2024-2025 de la Ligue nationale sur un match nul et vierge de 0-0 face à Dangourmou lors de la 18e et dernière journée de la poule B. Avec un total de 18 points récoltés en 18 matchs, le club termine à la 8e place sur 10, échappant ainsi de justesse à la relégation. Malgré une saison marquée par l'irrégularité et de nombreux défis, le National Dandi assure son maintien et pourra repartir sur de nouvelles bases pour espérer un meilleur exercice de l'an prochain. Écoutons l'entraîneur Abdurrahman Garba au micro de notre correspondant Fadel Alou. Vraiment, cette année, ça n'a pas été fameux. On a eu seulement 4 jours d'entraînement après le carême pour commencer le championnat. Premier match, on perd le match contre une équipe d'Agadez. Après, on a perdu 3 matchs après le match de suite. Donc, ce qui nous a mis en difficulté, jusqu'à la 5e journée, on était 10e. On a réveillé les garçons et du coup, on vient, on sort, on fait 3 victoires pour se repositionner. On était arrivé jusqu'à la 5e place après nos 3 victoires. Tantôt des blessés, tantôt des sanctions en cumul de cartons, on n'arrive pas à avoir les joueurs. Vraiment, sans rien vous cacher, cette année, la saison n'a pas été facile. Nous avons fini cette année en 8e place, qui nous maintient en Ligue nationale. Vraiment, les jeunes ont fait de leur mieux, mais il y a beaucoup qui ont désisté. Mais à un certain moment, ils ont dit, vraiment, ils ne peuvent pas. Suite à des blessures, quand ils sont guéris, au lieu de revenir, continuer d'apporter leur plus à l'équipe,
ils sont restés. Ça a joué un peu sur l'équipe. Peut-être avec la saison prochaine, si Dieu nous prête longue vie, on va faire plus de recrutement. On va essayer de corriger tout ce qu'on a vu comme mot. Même si on ne sera pas en Super League, on va essayer de se positionner parmi les 3 premiers. Chers auditeurs, c'est sur ce mot de l'entraîneur du National de Dundee, Abdurrahman Garba, que prend fin ce numéro sportif. Et à la semaine pour d'autres informations. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Adam Sariou. Et maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir. Et dans la chronique de ce jour, nous allons parler des femmes qui cèdent à la tentation et fuient les téléphones portables de leurs conjoints. Cet acte posé pourrait être source de disputes et d'autres problèmes plus graves au sein du couple. S'abstenir de fouiner dans le portable du conjoint pourrait garder votre foyer à l'abri. Même si le téléphone est un objet familier du quotidien, il reste quand même un outil personnel et privé. On écoute les échanges entre les femmes du studio Kalangu. Loti. Zaga yanne goce ce kan baga ci su go fira mun gaisi. Wal mu kan bano a gafirin da. Ai dai. Mataran go. Hey, Alisa, ni ga sabu mu. Zaga yayi goga salam aran sigama. Hey bago nan ai sai duwanu. Ai wa hankan goga lakal zaguwa ne. Amanto kiyan ifo no gote da tirai wo ni godai ga haifo yan hantum la sabu ber koy no nite bago nan ma manti haifo la sabu no han kai goce ci dai no taim kan baga ci sugo ai ma feri ga koddo kara aman gaisi ni ma feri mata no ni te ga dirnya matukan ni gin kan ba sisiro ferin da man tai wonno ai fu koyo wonno girbai wo ai siga fahama sai no ba kai nufo ago fuga sai haifo ya ga kai sabaida hey Alisa ni fu koyo kan ba sisiro hey Alisa ifo no ni go gite da wallahi ni gite don dai bai din terawo fa hey ni nakal kanan dai choga sonda ai gaba ne ga wasi ga feri ai ma yeti za a mantun jirbi irkoi mini yafa ya dinga kal dai dinna feri ga di hankan gara he irkoi sai lakal kanan dai sai ni ginda yeti ganda nims koi ga tunan di jirbai si hini wallahi ate alwati kaina ago fugai sai har yanga kan ai sabaida wasika bobo hantum yan kalce yan bobo dini ce mboda a gutu ne jargano lai asiba mboy ma hankan agoci ai ga bai kan izu fose na goga hantum ka daidai bai mai no goce cika fugai wani farora he irkoi bere ni goga bai hankara ni ba ni min bonke tumo wallahi amanti wone sibori ni fu koyo simani kani he wone man ta kulnu wadda sai no ainan kala jirbi ingane koi ka kan baga ci su go sambuka gona matukan ni goga tabinda ni lakalai kultunu dimbai kan agofa karai da wandifo aga tension da diabetes yankul da niga da wanti ya din mono ninin bon taban di yamu kwai ne din fu koyo dinin ni bai kan askana si ba kaina aranga makiyar dori niga nana kan gwaran ga marasara chogo wallahi niga cim ni bai mu zaman tun kun ne go hayo bambo wati kulu ai gidi ga guna matkanu ago tegin kan baga ci su go ga feri halga ka samun gaisi tabante wai kuru hai kan man kwai amanto ni ga cin wallahi kimino fa to gune don da caga wasa yadin masine ni don da haifa man ta da kere no kero nin da wai bare kulu kan ga ingai fu koye kan basisirai feri wa bai kan harino kan garan gwara sara nane bisa hai kulu yadin no chogo ai sabu gumo da mantikan nika irkoi hinna no ga bai hankan ai koi gidi wala hankan ga te don kalnim di gabdi fogo ga mo kara se no dini ai gidi hankar rani ga furo me bago nan wadi ne singa sambunan nan ayya ni suka ga yayi sefa ha to walla chogo. Merci beaucoup les dames du Studio Kalangu pour ces conseils. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahama et moi-même Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.